Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Made in Talk. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle série, Ta future spé. Au travers de celle-ci, vous apprendrez à mieux connaître les spécialisations de la médecine. Vous seront livrés le quotidien, les trucs et les astuces des internes en médecine. Le but est de faire connaître le quotidien de ces jeunes médecins et d'aider les étudiants à faire leur choix de carrière. Les questions posées à chaque interview sont récoltées sur Instagram et Facebook. Ce sont en réalité vos questions. N'hésitez pas à vous abonner pour participer au podcast et être mis au courant des dernières nouveautés. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sous ce podcast, j'en prendrai note et je les transmettrai, vos questions, à mes invités. Ce projet est en collaboration avec la BEMSA, dont je vous parlerai plus en détail dans un podcast dédié. Tous les liens utiles sont en barre d'infos, une mine d'or pour les plus intéressés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune médecin généraliste. Il nous partagera son expérience et il nous donnera quelques ressources intéressantes afin que vous soyez prêts pour l'assistanat en médecine générale. Bonne écoute. Moi, je suis assistant en deuxième année, donc je viens de passer en deuxième. J'ai fait mon bachelier à Namur et là maintenant j'ai fait le master à l'ULB et maintenant j'ai choisi la médecine générale comme spécialité. Donc voilà, je suis en deuxième, il me reste une année après. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix en fait? C'est au fur et à mesure des stages en fait. C'est ce qui m'a plu le plus en fait, par élimination un peu. Je me sentais bien en médecine générale, je trouvais que c'était très varié, très intéressant. Est-ce que tu avais une idée un peu dès le début de ton bachelier ou tu t'es vraiment découvert une passion Non, pas pour du ça? tout. Non, je suis passé un peu par beaucoup d'idées avant finalement de faire mon choix au fur et à mesure en voyant et en comparant aussi les différents styles de vie qu'on avait au travers enfin, dans les différentes spécialités. Je me suis fait un peu mon idée. Voilà. Chose importante aussi, j'ai rencontré un chouette maître de stage et donc qui m'a donné envie de faire la médecine générale. On va parler un peu du style de vie comme je le disais un peu plus tard, mais si tu veux bien, on va commencer par parler du concours. Je pense que ça nous Mhm. intéresse tous de savoir un peu comment c'est Alors moi, préparé. je viens de l'ULB, donc c'est pas, je sais pas si c'est exactement la même chose qu'à l'UCL. Mais en tout cas, chez nous, on devait choisir à la fin. Et donc, on était auditionné l'année dernière, c'était pendant le Covid, donc c'était via Zoom. On n'avait pas de concours à proprement parler, donc on avait une interview en fait, et sur base de nos notes et des différents choix qu'on avait faits, ils faisaient leur sélection. Voilà, ils nous m'ont posé des questions sur ma motivation. J'ai dû écrire une lettre pour expliquer pourquoi j'avais envie de faire ça et pas autre chose. Et voilà. Et donc, tu avais juste une seule épreuve, celle orale. C'est ça. Donc, on a eu voilà, une interview simplement. Donc voilà, c'est important aussi. Après, ils demandaient où on avait été en stage, ce qu'on avait fait. Donc, les stages sont très importants. Il fallait mettre la médecine générale plutôt en premier choix ou en deuxième choix. Ils n'aiment pas tellement des étudiants qui vont présenter en chirurgie et puis en dermato et puis qui finalement, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur spécialité, reviennent en médecine générale. Ça peut être une des raisons de refus d'après ce que j'ai entendu, mais sinon dans ma promo c'est assez rare. Maintenant, je sais que l'année dernière il y a eu un peu plus de refus. Vous étiez combien à vous présenter en médecine générale? Chez nous, on était 200 à sortir. Je pense qu'on est 60 à avoir fait ou 65 à avoir fait la médecine générale. Mais il D'accord, faut savoir qu'il y a des quotas en fait. Donc normalement c'est 43 ou 44% de la promo qui doit faire la médecine générale. d'accord. Et donc, chaque année, ces quotas sont respectés, ou en tout cas, En devraient fait, l'être. d'après ce que j'ai entendu, c'est surtout l'UCL qui rattrape nos quotas parce qu'on n'avait pas assez d'étudiants en médecine générale. Et il faut que ce soit 43% en fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, vu que dans les années précédentes, il y avait beaucoup d'étudiants de l'UCL qui choisissaient la médecine générale, ça compensait un peu. Est-ce qu'il faut avoir une bonne moyenne pour avoir l'aspect? Je ne pense pas. Écoute, je suis sorti avec la grande 10, mais non, pas tellement, ça n'avait pas tellement d'importance. Je pense que tant qu'on est motivé, qu'on va en stage et que tant qu'il y a de la place et que les étudiants sont motivés. Si maintenant il y avait plus que le quota, qui est de 43%, qu'il y avait plus d'étudiants, peut-être qu'à ce moment-là, ils mettraient des critères de notes. Mais je pense surtout que c'est la motivation et le fait de vraiment vouloir faire ça par choix et pas parce qu'on n'a pas obtenu quelque chose d'autre. Déjà, Ça va félicitations pas. pour ta grande distinction. Mais donc, si j'ai bien compris, tu as fait un stage, ou plusieurs stages, en tout cas en médecine générale, avant de présenter ton concours.
Est-ce que tu l'as fait dans le même cabinet, en tout cas Alors, j'ai dans fait le même 3 endroit? mois au même cabinet, là où je suis devenu assistant maintenant, et j'ai fait 1 mois dans un autre cabinet. Comment est-ce que toi, tu as préparé ton concours? Est-ce que voilà, tu as révisé certains cours plus que d'autres? Comment tu t'y es pris? C'était une interview, en fait. De nouveau, on passait devant un jury avec 5 spécialistes. Donc, j'ai revu surtout les cours les plus importants. Donc, on passait devant un jury, et voilà, on devait se défendre, différents cas cliniques qui nous étaient présentés. On avait un cas de gynéco, un cas de chirurgie, pour avoir un cas d'ophtalmo, un cas d'ORL, et puis on devait présenter, bon voilà, comme d'habitude, l'anamnèse, l'examen clinique, l'examen complémentaire, les traitements, bien détailler ce qu'on ferait, toujours par ordre de probabilité, surtout quand vous êtes en médecine générale. Il ne faut pas aller, si quelqu'un vous parle d'une céphalée, il ne faut pas lui sortir la maladie de Horton avant de parler de céphalée de tension, par exemple. Donc, il faut bien prendre les choses par leur ordre de fréquence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Que vous soyez de l'UCL, de l'ULB ou de l'Université de Liège, ça n'a plus d'importance par après. On dépend tous du même organisme, notre employeur qui est le CCF-FMG. Et d'ailleurs, il y a le Vademecum que vous pourrez retrouver, qui vous permet là vraiment d'avoir tous les détails sur la spécialité. Et ça vaut peu importe quelle université vous venez. Après le concours, est-ce que toi, tu as fait une année de baby doc? Je sais que j'avais vu dans les questions que certains étudiants se demandaient s'il y avait un baby doc en médecine générale. À ma connaissance, ça n'existe pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans un centre de prélèvement où j'ai fait des prises de sang et des tests Covid pendant 1 mois et demi. Ce qui, pour la médecine générale, est assez sympa parce que vous apprenez à piquer. J'ai fait ça pendant 1 mois. Je travaillais pour le laboratoire SynLab. Est-ce que tu penses que cette expérience de baby doc t'a permis de mieux te lancer dans la médecine générale? Oui, le fait d'être à l'aise pour les prises de sang, le fait de recevoir les patients, parce que j'étais vraiment tout seul, donc je devais gérer le centre de prélèvement. Et c'est vraiment très instructif parce que voilà, on apprend à se débrouiller. Donc, tu conseillerais à tout le monde de faire un baby doc avant de se lancer dans la vie d'assistant? Non, pas forcément conseillé parce que disons que les congés sont plutôt rares en tant qu'assistant, donc on a droit à, vous pourrez lire dans le règlement, mais on a droit à 20 jours ouvrables par an, ce qui est un peu moins que quand on était étudiant. Les cours sont obligatoires, donc il vaut mieux y aller, sinon on n'est pas diplômé. Et là, on est obligé d'aller, c'est une fois toutes les 2 semaines. On en a également le samedi, mais tout ça est obligatoire, contrairement quand on était étudiant où finalement on n'allait pas. Tu parlais tout à l'heure de bouquins et voilà, des cours. Comment est-ce que tu vois un peu la transition entre les cours théoriques et la pratique? Il y a un chouette livre qui s'appelle Du symptôme à la prescription en médecine générale, qui est très bien, qui en fait inverse la logique qu'on avait à l'université, c'est-à-dire de toujours voir les maladies. Ici, on part d'un symptôme que donne le patient, on voit tous les diagnostics différentiels. Éventuellement, s'il y a aussi une anomalie dans la prise de sang, voilà, vous avez une anémie, quelles sont les différentes causes, toujours par ordre de fréquence, ce qui est très important. À côté de ça, je suppose que tu as des formations continues. Ben, on a des cours déjà toutes les 2 semaines, le jeudi, où il faut obligatoirement assister, sinon on n'est pas diplômé. On a également des formations le samedi, plus ou moins un samedi par mois. Il y a aussi cette année, à partir de la 2e, des cours. On doit assister à 3 cours le mardi. Et je fais également la formation pour l'électrocardiogramme. Tu m'as dit que les assistants de médecine générale sont tous regroupés au sein d'une même entité. Est-ce que les cours se trouvent sur Bruxelles, dans d'autres villes de... Ça dépend. En tout cas, ici, les cours qu'on appelle les SPMA sont organisés là par université. Donc là, on est répartis en fonction de notre lieu de pratique. Il n'y a plus vraiment de lieu où tout le monde se retrouve tout le temps. C'est vraiment, parce qu'il y a des assistants qui sont dans les Ardennes aussi, donc ils vont pas à chaque fois faire le trajet. Faut savoir que bon, moi, j'ai la consulte là parfois jusqu'à 18h, et puis je dois être au cours à 20h. Il faut pas que ce soit non plus trop loin, quoi. Oui, donc vous avez des cours quand même assez tard dans la soirée. Oui, quand même. Moi, j'ai cours là le jeudi, donc jusqu'à 23h. Et puis après, le vendredi, tu consultes à nouveau. Tout ça dépend du lien et de l'accord avec le maître de stage, puisque bon, vous êtes sous la responsabilité du maître de stage. Normalement, il faut faire 40 heures par semaine lycée sur une moyenne de 13 semaines. Donc, logiquement, il y a des contrôles qui se font. Donc, on doit rentrer nos heures auprès de notre employeur. Et en tout cas, en médecine générale, par rapport à ce que j'entends à l'hôpital, c'est quand même assez respecté. Donc, généralement, c'est ça, une 40aine d'heures par semaine au cabinet, plus les cours. En parlant d'horaires, justement, tu pourrais nous dire un peu quels sont tes horaires à toi? En première année, en fait, je consultais la moitié de la journée avec mon maître de stage et l'autre moitié seul. Donc là, je commençais vers 8h et j'arrêtais vers 18h30. Là, c'était tous les jours. Même si j'avais quelques heures d'après-midi scientifique, on a droit à 4 heures par semaine.
Mais maintenant que je suis en deuxième année, vu qu'il n'y a qu'un seul cabinet, on se partage la journée. Donc là, je travaille un peu moins. Mais quand je ne suis pas au cabinet, souvent, je fais des visites. Ça dépend un peu du planning, de la demande des patients. C'est assez variable, mais je dirais que bon, voilà, en première année, j'étais plus autour de 45-50 heures par semaine. Et maintenant, je fais un peu moins. Je suis entre 35 et 40. Et donc, c'est des journées quand même qui varient de Oui, 9 c'est 10 très heures. variable, hein. La médecine générale, c'est toujours difficile à prévoir. Ça, c'est une des particularités de la spécialité parce que, voilà, on consulte, mais finalement, on est là. Il faut que les patients apprennent à nous connaître aussi. On débarque dans une pratique. Quand j'ai commencé, j'avais 2-3 patients par jour tout seul, alors que maintenant, j'ai des journées complètes. Aujourd'hui, j'en ai eu 18. Donc, voilà, ça change un peu quand on reste dans une même pratique, ben voilà, les gens apprennent à nous connaître et on a plus de boulot. Non, l'assistant est vraiment là pour voir le surplus de son maître de stage, sauf s'il consulte avec lui. Mais au plus le temps avance, au plus, ben, l'assistant se fait une place aussi. Il y a aussi des patients qui viennent uniquement pour voir l'assistant. Est-ce que tu fais des gardes ou... Oui. Donc Oui. les gardes, là on est bien lotis en médecine générale, donc on doit faire 120 heures de garde par an, ce qui est par rapport au PG à l'hôpital rien du tout. Pour dire, j'ai des copains en médecine interne qui font 80 heures par mois de garde, donc 120 heures, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut savoir que légalement, en médecine générale, on peut pas faire plus de 12 heures de garde d'affilée, donc on est protégé par rapport à l'hôpital. Donc vous avez parfois un samedi où il faut aller 12 heures, ou un dimanche, ou ça peut être la nuit également, et il faut en faire 10 par an. Et on n'est pas rémunéré pendant nos gardes, donc ça c'est pour ceux qui se posent la question. Ah oui, donc faire des gardes supplémentaires, c'est pas du tout rentable. Je vais être plus précis, donc on n'est pas rémunéré pour les 120 premières heures. Donc ensuite, au-delà des 120 premières heures de garde, il faut négocier avec son maître de stage. Vous verrez dans le Vademecum, il y a différents barèmes de rémunération pour 24 heures en fonction de la densité de travail. Donc si vous voyez 5 patients par jour, vous n'allez pas avoir le même salaire que si vous en voyez 30, par exemple. Mais c'est pas très intéressant. Moi, je m'en ai pas fait beaucoup, mais on est très fort taxé sur les gardes parce que ce sont considérés comme des heures supplémentaires. Donc vous êtes taxé à près de 65%, donc c'est pas très intéressant d'en faire. Ouais. Faut savoir un peu choisir. Voilà. Mais déjà, avec les cours, avec les 40 heures par semaine, plus les 120 heures, ça fait déjà de belles semaines. Donc, bon, moi, j'ai décidé de pas en faire en plus. Mais ça, chaque assistant fait en fonction de ses choix et de ses besoins financiers. Ça, tout le monde fait comme il veut. Et justement, en parlant de supervision par rapport au maître de stage, est-ce que pendant une garde, tu es supervisé que par ton maître de stage ou il En t'arrive fait, ça d'avoir... dépend. Donc, on peut être supervisé par son maître de stage, ou alors si moi je décidais, par exemple, que je veux aller faire une garde dans les Ardennes, parce que j'ai pas mon quota ou que je veux en faire plus, c'est possible. Mais alors, je dois trouver un maître de stage dans les Ardennes qui est d'accord de me superviser. D'accord. Et est-ce que c'est facile de trouver un maître de stage ou Je pense que c'est pas trop difficile d'en trouver un. Il faut se renseigner aussi par rapport aux anciens assistants. Mais sinon, vous avez le site qui s'appelle FORDoc, donc FOR-Doc. Et vous pouvez déjà vous inscrire en tant qu'étudiant. Et là, il y a toutes des listes de maîtres de stage. Donc, maintenant, ils sont plus sélectifs à Bruxelles parce que beaucoup d'étudiants veulent rester à Bruxelles. Là, je sais qu'il y a parfois des interviews, des choses où les maîtres de stage trient un peu en fonction du CV. Et d'autres endroits où ce n'est pas le cas. Donc, je vous conseille quand même de vous y prendre à l'avance parce que c'est toujours stressant de ne pas avoir de maître de stage 2 mois avant le système. On parlait des formations tout à l'heure et de la formation ECG que toi tu fais. Est-ce que tu fais une autre formation que celle-là? Non, il y a d'autres formations comme la formation IVG, il y en a plusieurs également. Tout ça, bon, voilà, vous pouvez le faire, c'est au choix. Il y en a encore d'autres, mais je ne sais plus par cœur. Ce sont de nouveau des cours supplémentaires. C'est à voir si vous avez la place dans votre emploi du temps. Chacun fait comme il veut. Mais ça permet d'orienter sa pratique par après. Donc, c'est en fonction des intérêts également de chacun. Est-ce qu'on peut effectuer une partie de l'assistanat à l'étranger? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais sans certitude. Mais de nouveau, vous êtes payé par le CCFFMG, donc il faut alors s'arranger pour que le maître de stage qui n'est pas belge à ce moment-là ait un contrat avec le CCFFMG. C'est possible, je ne l'ai pas fait. À mon avis, c'est assez compliqué, mais bon, c'est possible. Parce que il faut bien savoir que vous n'êtes pas payé par votre maître de stage, et heureusement, parce que ça nous protège énormément. Donc le maître de stage a un certain montant à payer au CCFFMG, et c'est le CCFFMG qui nous rémunère.
On va parler un peu du TFE, ou en tout cas du travail que tu dois faire pendant les 3 ans d'assistanat. Je pense que beaucoup d'entre nous, en tant qu'étudiants, ne sommes pas au courant de l'existence de ce travail. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est finalement? Et en fait, c'est un TFE qu'on doit faire. Il faut prendre un sujet clinique. Bon, vous avez différents types de mémoire, la revue de la littérature, vous pouvez faire des études, des, différentes choses de qualitatif ou des groupes contrôle sur différents sujets qui vous intéressent en médecine générale. Moi, j'ai eu mon sujet là récemment et je vais le faire sur le dépistage du cancer de la prostate en médecine générale avec le PSA. Maintenant, voilà, tous les sujets sont possibles. Il faut partir de questions que vous vous posez dans la pratique, voir si ça a déjà été traité par d'autres étudiants. Et après, bon, voilà, trouver un promoteur. Mais vous aurez des cours pour tout ça pendant l'assistanat. Il faut commencer ça au milieu de la deuxième année. Donc là, il ne faut pas vous stresser. Avec tout ça, vous avez bien le temps. Il y a un site qui s'appelle MGTFE, sur lequel vous avez toute la liste des TFE qui ont été faits depuis 10 ans. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. On va parler un peu d'une maison médicale où pratiquer la médecine générale vs pratiquer chez un médecin seul. Quels sont justement les avantages, les inconvénients? Moi, pour la maison médicale, je ne suis jamais allé. Donc là, je ne vais pas savoir beaucoup vous aider. Je sais que les médecins là-bas sont souvent salariés. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais moi, je suis dans une association de médecins. Donc, ce sont 2 médecins qui travaillent ensemble. Et moi, là, j'ai un maître de stage, mais je vois des patients des 2 médecins. On peut être chez un médecin solo si c'est possible. Les maisons médicales, c'est très populaire à Bruxelles. Ça dépend un peu de votre lieu de pratique. D'accord. Mais tout est possible. Maintenant, ce qui peut être intéressant, si les maisons médicales vous intéressent, c'est de faire un an à plusieurs endroits. Moi, c'est vrai que j'avais envie de continuer ici, dans la pratique où je suis. Donc, je vais faire mes 3 ans au même endroit. Et il est possible de changer chaque année pour se faire une idée sur les maisons médicales, une idée sur la pratique solo. Ce qui est intéressant parce que ça permet de voir de tout, de voir les inconvénients et les avantages des différentes pratiques. Justement, je suppose que le fait de choisir une maison médicale chez un praticien seul, c'est aussi toute une dynamique différente. C'est tout à fait différent parce que donc, quand il y a une urgence et qu'on est seul, et, voilà, et même parfois il faut se débrouiller pour pouvoir voir le patient, tandis que quand on est plusieurs, les choses sont plus faciles. Donc, voilà, au niveau des remplacements, tout ça, c'est plus avantageux. Ouais. Maintenant, la relation que vous aurez avec votre maître de stage n'est pas la même si vous êtes dans un cabinet seul ou si vous êtes dans un cabinet où il y a 5 autres médecins. Le fait d'échanger avec ton maître de stage, c'est assez facile ou est-ce qu'ils sont quand même débordés Là, ici, moi, avec mon maître de stage, il n'y a aucun problème. Donc, on discute, on mange ensemble à midi, on échange plusieurs fois par jour. Si j'ai une question, je l'appelle. Et en fait, le cabinet est chez lui, donc quand je travaille, il est dans son jardin, donc il n'est pas très loin pour répondre. C'est un fonctionnement qui est très différent de l'hôpital, mais il est toujours disponible pour répondre. Oui. Est-ce que la relation avec les patients, est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'ils te font confiance autant à toi qu'à leur médecin? Bon, ça prend du temps. Faut vous dire que on débarque, on est le petit jeune, il faut se faire sa place et il faut que les patients aient confiance. Dans un premier temps, vous allez avoir 2 patients par jour, puis 3, et puis 4, et puis voilà, les choses vont progresser. Il y a ça dépend des patients. Certains patients sont très attachés à leur médecin et ne viendront pas facilement chez vous. Dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des patients quand les autres médecins où vous travaillez seront débordés. En général, ça se passe comme ça. Et avec tout ça, on va un peu parler de vie de famille et de société. Est-ce que tu as le temps pour toi, est-ce que tu as le temps de respirer? Et le grand avantage de la médecine générale, mis à part quelques cours du samedi, c'est que vous avez vos week-ends. Les gardes, il y a une dizaine de gardes à faire sur l'année, mais il y a moyen de les faire rapidement. Et après, vous avez vos week-ends. On travaille très peu le soir, donc moi, je termine à 6 heures. En général, je n'ai pas de garde après, donc je suis... Est-ce que tu m'as dit que tu faisais des visites à domicile? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps ou comment tu organises? Ça dépend très fort de la pratique où vous êtes. Si vous êtes chez un médecin en zone rurale, vous aurez plus de visites à domicile. À Bruxelles, il y en aura peut-être moins. Très variable. Moi, j'en ai plus ou moins... j'en ai 2 ou 3 par jour. C'est un grand maximum, je l'ai vu. Ça dépend toujours de la demande des patients. Donc, il y a des jours où il y a beaucoup de demandes, des jours où il n'y en a pas.
Ici, on est en hiver, donc on a beaucoup de travail. En été, j'en avais moins. En été, je finissais parfois à 4 heures parce qu'il n'y avait pas de malades. Donc, ce n'est pas comme un hôpital où il y aura des patients toute la journée. Ici, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, vous n'avez pas de travail. On va un peu parler niveau finance. Je ne sais pas si tu es ouvert à ce sujet-là ou pas. Oui, Voilà, la rémunération en général en tant qu'assistant. Est-ce que donc, en tant qu'assistant, moi, j'ai commencé, j'étais à 2300, je crois. Et on progresse. Ensuite, on a un barème et on monte de plus ou moins 100 euros par an. Mais tout ça est très dépendant de votre statut fiscal, si vous êtes en couple ou pas, ce que gagne votre conjoint, tout ça, c'est fort variable. Moi, j'ai toujours le statut célibataire, donc ça dépend toujours de l'imposition. Mais bon, il faut savoir en tant qu'assistant, on n'a pas droit au chômage. Donc, on est protégé par la mutuelle pendant 1 mois et puis on n'a plus de salaire si jamais on est malade. Et on ne cotise pas pour notre pension. Donc, ça vous devez. À ce moment-là, on a droit aux droits sociaux INAMI qu'il faut demander en début d'assistanat. Mais il faut vous faire votre pension parce que le calcul de la pension ne commence qu'à la fin de l'assistanat. Tant qu'on est assistant, aux yeux de l'État, on est toujours étudiant, donc on ne travaille pas. C'est pour ça qu'on a ce qu'on a, donc on gagne ça parce qu'on est un peu moins taxé puisqu'on ne cotise pas pour la pension et qu'on n'a pas droit au chômage. D'accord. Et donc, je suppose que tu as dû prendre une assurance en début d'assistanat pour gérer tous ces... Pas en médecine générale. C'est le cas à l'hôpital, mais en médecine générale, l'assurance professionnelle est payée par notre employeur. Ah oui, donc tu n'as Comme pas... l'assurance hospitalisation également. Donc c'est quand même de beaux avantages qu'on a également, que je ne sais pas si les assistants à l'hôpital ont ou pas, ça il faudrait leur demander. Chose importante, on est payé peu importe le nombre de patients qu'on voit. Il ne faut pas vous dire que si vous avez vu 2 patients, vous gagnez moins que si vous en avez vu 25. Ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est un peu la loterie de l'assistanat. Écoute, c'est quand même sympa de le savoir parce que on culpabilise pas après une journée de 5 patients. Non, mais 5 patients, je te préviens, ça ne dure pas longtemps. L'année dernière, j'étais fort biaisé aussi parce que je suis arrivé pendant le Covid et il y a beaucoup de patients qui ne venaient plus ou qu'on soignait par vidéoconsultation, par téléphone. Et maintenant, les patients reviennent en consultation, donc on a beaucoup de travail. Mais tout ça est variable de chez qui vous êtes. Oui, on va un peu parler de l'après-spécialisation. Après tes 3 ans, donc tu vas devenir indépendant, ou en tout cas médecin généraliste officiel. Est-ce qu'il y a justement le TFE pour ça. Est-ce qu'il y a des organismes qui aident un jeune médecin généraliste? Voilà. Oui, vous avez la SSMG, par exemple, la SSMJ pour les jeunes médecins, qui peut fournir des aides administratives, par exemple. Vous avez des primes à l'installation, donc en fonction de si vous vous installez dans une zone de pénurie, vous avez des primes qui s'appellent Impulseo. Vous pouvez aller voir sur le site de la SSMG, c'est très bien expliqué. Et on a droit à un certain montant qu'on ne connaît pas par cœur si on s'installe dans des zones en pénurie de médecins généralistes. De toute façon, on a des cours pendant l'assistanat pour ça, pour se préparer, parce qu'on passe à le 30 septembre de votre dernière année, vous êtes étudiant, vous êtes salarié, et puis le lendemain, vous êtes indépendant. Donc, ça, c'est plus vraiment le même statut. Donc, à ce moment-là, il faut préparer un peu les choses. Moi, j'en suis pas encore là. Je suis qu'en début de 2e année, mais de ce que j'ai entendu, ça se passe comme ça. Que tu trouves comme avantage et comme inconvénient par rapport à Bruxelles ou par rapport à un milieu rural, par exemple? L'avantage ici, là où je suis, c'est qu'on a un hôpital très proche. Donc, c'est-à-dire que, pour certains cas, vous faites un peu moins de choses techniques. Je ne suture pas tellement. J'ai un copain en Ardennes qui suture beaucoup plus. Donc, les actes techniques, on va moins en faire quand on a un hôpital à 5 minutes que quand on est au milieu de la campagne. On va faire moins de visites à domicile en général. La pratique n'est pas tout à fait la même. Le grand avantage aussi, c'est que quand on est dans une zone où il y a plus de médecins, on a, en tout cas pour après l'assistanat, on a moins de jours de garde, puisque au moins vous êtes de médecin, au moins vous êtes pour faire les gardes. Sinon, par rapport à Bruxelles, ça je ne saurais pas te dire, mais là, je pense que c'est la même chose un peu partout. Un petit mot d'encouragement pour ceux qui veulent choisir la médecine générale, ce serait lequel? Choisissez-là, c'est peu connu. Je sais que vous n'avez qu'un mois en médecine générale, parce que je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais j'ai un étudiant de Master 2 là pour l'instant qui est avec moi. Et donc,
Je pense que c'est une belle spécialité, mais il faut pas la faire parce qu'on n'a pas eu autre chose. Ça, c'est vraiment important. C'est une vie quand même où vous allez travailler quand même pas mal. C'est très diversifié. C'est très intéressant. On peut toujours s'intéresser à tout. Il faut bien sûr connaître ses limites parce que les spécialistes sont là aussi, et, heureusement. Et donc voilà, c'est passionnant comme métier et c'est très humain. Contrairement parfois à certaines pratiques hospitalières où on a moins le temps, ils ont beaucoup de travail, ils ont moins le temps pour les patients. En médecine générale, vous pouvez choisir là et faire votre pratique comme bon vous semble. Donc c'est très humain comme métier et très passionnant. Et il faut aller en stage parce que c'est là que vous allez voir à quoi ça ressemble et on ne peut pas s'imaginer ce qu'est la médecine générale tant qu'on n'y a pas été, qu'on n'a pas été sur le terrain, qu'on Mhm. n'a pas vu ce que c'était. Voilà. Merci beaucoup pour tes réponses. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la J'espère que question. j'ai pu répondre à tout. Bon, là, ouais, allez lire le Vademecum parce que là, vous avez toutes les informations qui sont vraiment très complètes. Merci à l'invité du jour. Je suis très reconnaissante pour le partage d'expériences dont il nous a fait part. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. En attendant, soyez motivés de réussir, soyez vifs et actifs.